Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des neurosciences dans l'éducation à la suite de la conférence de Catherine Guéguen, Heureux d'apprendre à l'école, à laquelle j'ai assisté et qui était très intéressante. Donc je voudrais vous parler des idées majeures desquelles on a parlé. Donc on part du principe vraiment qu'une relation aimante, soutenante et empathique, donc idéalement la relation rêvée, c'est vraiment la relation qui est la condition fondamentale pour une évolution optimale du cerveau de l'enfant. Donc être empathique, ça ne veut pas dire être laxiste, bien au contraire. Un adulte, c'est un vrai adulte, donc c'est un adulte qui va poser un cadre à l'enfant, qui va lui donner des limites, qui sait dire non. Et évidemment, il sait le faire en comprenant l'enfant, en l'écoutant, en essayant de ne pas l'humilier, en accueillant ses émotions. Donc l'idée, c'est de parler avec des phrases simples, de ne pas faire la morale, de dire les choses très clairement, donc sans on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. Vraiment essayer d'aller plus dans ce qu'il peut faire, dans le positif, et toujours en donnant confiance, donc en disant je sais que tu es capable de le faire, je sais que tu peux y arriver, tu m'as déjà montré telle ou telle fois que tu étais capable de faire ça, donc je te fais confiance, et donc de l'encourager dans ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Alors l'expression des émotions, elle est très bénéfique, d'une part parce qu'elle va apaiser et réguler tout le cerveau émotionnel, elle calme aussi l'amygdale cérébrale qui est vraiment le centre de la peur, et ensuite la réévaluation de la situation, c'est-à-dire quand on prend un petit peu de recul, que l'émotion est redescendue, elle va modifier les circuits neuronaux et l'impact émotionnel. Donc c'est vraiment important d'encourager l'enfant à exprimer ses émotions et soi-même de les exprimer. Alors Antonio Damasio, qui est le directeur de l'Institut neurologique de l'émotion et de la créativité, il a été le premier à décrire justement à décrire le circuit cérébral de l'émotion et à comprendre le rôle des émotions. Et en fait, il nous dit que les émotions, elles régissent notre vie tout entière et qu'elles nous servent à faire des choix, à penser, à apprendre, qu'elles régissent notre sens éthique et moral, et donc qu'elles sont vraiment à l'origine de toute notre vie. Alors elle nous a parlé de différentes zones du cerveau qui sont vraiment importantes dans le développement de l'enfant. On a parlé du cortex orbitofrontal, donc c'est une structure très précieuse du cerveau parce qu'elle permet de réguler nos émotions. Elle entre en jeu dans nos capacités d'affection, d'empathie, des prises de décision. Elle permet aussi de développer notre sens moral. Donc voilà, c'est une zone qui est très très importante. Donc il y a le cortex orbitofrontal et aussi le cortex préfrontal. Et quand ce cortex préfrontal est bien développé, justement, ça nous permet de prendre les bonnes décisions, de réussir à se calmer, et tout ça sans fuir, sans être sidéré ou sans être agressif. Parce que justement, quand le cerveau reçoit un stress, il se sent agressé, donc il va réagir. Il y a 3 manières de réagir: être sidéré, fuir ou être agressif. Donc ça peut être par exemple un enfant qui mord, qui tape, qui griffe, qui va se rouler par terre. Donc voilà, quand le cortex orbitofrontal est bien développé, tout ça, ça se régule bien. Je continue dans les mots barbares. On va parler d'amygdale cérébrale. Oui, vous avez bien entendu. Donc c'est elle qui est le centre de la peur. Et en fait, elle va sécréter 2 hormones qui sont des hormones de stress que vous connaissez sûrement, qui sont le cortisol et l'adrénaline. Et en fait, l'amygdale cérébrale, c'est une zone qui est très mature en fait à la naissance. Mais les structures cérébrales qui contrôlent la peur, qui sont capables de réguler la peur, en fait, en dessous de 5-6 ans, elles ne sont pas encore matures, ces zones-là. Et l'amygdale, elle va stocker les souvenirs de peur, mais ces souvenirs-là, ils sont inconscients. Mais le problème, c'est que l'adrénaline et le cortisol sécrétés, ça va bloquer la sécrétion d'une autre hormone, qui, elle, est une bonne hormone, qui est l'ocytocine, qui est l'hormone de l'empathie. Donc la conclusion de tout ça, c'est que jusqu'à 6 ans, le cerveau de l'enfant est complètement immature et que donc les connexions avec le cerveau émotionnel et archaïque et le cortex préfrontal ne sont pas du tout matures. Donc le petit enfant ne sait pas contrôler ses émotions, va avoir des réactions très impulsives, et en fait, c'est pas qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas contrôler, c'est qu'il ne peut pas. Alors on sait tous que l'enfant petit se contrôle très difficilement.
il va faire une tempête pour obtenir ce qu'il aime, il va avoir des véritables angoisses, il peut être très chagriné, il va être submergé par des peurs qu'il ne contrôle pas. Donc ça va être extrêmement difficile pour lui de réguler tout ça. C'est pas une pathologie du comportement, du développement, ou c'est pas des caprices comme on a tendance à le penser. C'est juste la conséquence logique de l'immaturité de son cerveau. Et en fait, jusqu'à 6 ans, c'est le cerveau émotionnel et archaïque qui domine. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours l'être humain n'est pas violent ni agressif. Oui, mais mon enfant il mord, mon enfant il tape. Oui, mais en fait, il n'est pas intrinsèquement méchant, c'est juste lié à l'immaturité de son cerveau. Donc c'est normal quelque part. Donc quand les enfants petits sont en danger ou que leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, un besoin de sécurité, un besoin d'affection, tout de suite, c'est leur cerveau archaïque et leur cerveau émotionnel qui va prendre le dessus, parce que c'est lui qui domine, et c'est ça qui va les faire réagir en premier. Donc l'entourage de l'enfant est extrêmement important, parce que s'il sait être empathique, l'apaiser, s'il l'aide à exprimer ses émotions, ça va avoir un impact très positif sur le développement de son cerveau, alors qu'au contraire, s'il ne l'est pas, s'il n'arrive pas à apaiser l'enfant, l'enfant va sécréter des molécules de stress, le cortisol, l'adrénaline, qui sont extrêmement toxiques en fait pour le développement de son cerveau. Alors Alan Shore, il nous dit que la maturation du cortex orbitofrontal dépend vraiment de l'entourage de l'enfant. Donc si un enfant reçoit de l'attention, de l'écoute, de la bienveillance et une sécurité affective, alors progressivement, les circuits du cortex orbitofrontal vont se développer. A l'inverse, s'il subit des humiliations, s'il est constamment rabaissé ou s'il subit du stress, alors son cortex orbitofrontal va mal se développer et donc ça ne va pas être du tout bénéfique pour l'enfant. Ça peut même entraîner des troubles du comportement social. On a aussi parlé d'empathie. L'empathie affective, donc c'est sentir, partager les émotions de l'autre et comprendre ce qu'il ressent sans les sentir soi-même. Il y a l'empathie cognitive, c'est comprendre l'émotion et les pensées de l'autre. Et il y a la sollicitude empathique qui nous incite à prendre soin de l'autre. Il y a une super étude aussi qui a été faite sur 191 familles avec des enfants âgés de 6 semaines à 8 ans. Et en fait, quand les parents étaient empathiques durant la petite enfance, eh bien à 8 ans, la substance grise du cerveau avait vraiment augmenté et le cortex préfrontal de ces enfants avait largement épaissi. On a parlé aussi de l'acceptation de l'enfant et de l'ado comme une personne qui avait le droit d'avoir des émotions, des sentiments, et que évidemment tous les comportements n'étaient pas acceptables, mais que toutes les émotions étaient autorisées. Donc il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives, il y a juste des émotions qui sont agréables et d'autres désagréables, mais que toutes les émotions sont permises et au contraire qu'il fallait encourager justement à les libérer. Et ce sont des règles très explicites qui vont contribuer à sécuriser l'enfant. On a parlé aussi d'accueil empathique, parce que qu'est-ce que c'est du coup accueillir de manière empathique ? Il y a l'accueil émotionnel, donc essayer de déceler les émotions qui sont derrière chaque besoin. Il y a évidemment le fait de ne pas juger l'enfant, donc essayer de rester respectueux, éviter les étiquettes, les moqueries, les insultes. On est vraiment dans une dynamique inclusive, donc vraiment ne pas exclure l'enfant. Et tout ça, ça va créer de la confiance, ça va favoriser l'expression, justement si on est là pour écouter de manière empathique. Il y a une dame qui a fait une étude sur 127 enfants âgés de 3 ans jusqu'à l'adolescence et qui nous dit que si une mère encourage son enfant et le soutient quand il est petit, eh bien son hippocampe va doubler de volume. Et donc ça aura un impact très positif. Ça aura un impact très positif à l'âge préscolaire et en fait ça va perdurer dans le temps et donc jusqu'à l'adolescence ça aura un impact très positif. Je vous parle aussi de la sécrétion d'ocytocine qui est une molécule responsable de notre bien-être et qui va être sécrétée chez tout le monde quand on se sent bien, quand on a un câlin, quand on a un regard bienveillant, quand on est dans un entourage agréable, convivial, chaleureux, tout le monde sécrète de l'ocytocine. Donc ça, c'est assez magique. Elle va vraiment être stimulée par la collaboration, le plaisir, le partage,
l'échange. Donc tout ça, ça va la stimuler, alors qu'elle va au contraire être complètement inhibée et bloquée par le cortisol, le stress, la compétition, les comparaisons, voilà. Tout ça, ça va bloquer cette sécrétion d'ocytocine. Alors comment on peut appliquer toutes ces découvertes en neurosciences affectives et sociales ? Eh bien par le développement de l'empathie et puis par le développement des compétences socio-émotionnelles. Alors KESACO, c'est tout simple, c'est connaître les émotions, savoir les exprimer et savoir les réguler. C'est la capacité à avoir des relations satisfaisantes. Donc savoir écouter, savoir partager, résoudre des conflits, comprendre l'autre. Et je vous le donne en mille, ces compétences, elles sont liées à la réussite scolaire. Et les compétences socio-émotionnelles chez les enseignants, ça leur permettait aussi d'avoir une relation plus proche avec leurs élèves, de se sentir accomplis, investis, compétents, et puis aussi de réduire énormément le burn-out, parce qu'on sait que c'est quand même un métier qui est fatigant et qui nerveusement demande énormément d'énergie et de ressources. Et il y a une étude qui a été faite notamment en 2011 sur 270 000 élèves de la maternelle au secondaire et qui justement avaient suivi une formation en compétences émotionnelles et sociales. Et la qualité de leurs relations s'est améliorée, leurs résultats scolaires aussi, il y a eu beaucoup moins de problèmes de comportement. Et ces résultats, en fait, ils ont persisté dans le temps. Et alors là, on n'invente pas le fil à couper le beurre, mais quand l'enseignant est proche, chaleureux des enfants individuellement, eh bien, les enfants sont plus satisfaits d'être en classe, ils deviennent plus autonomes, plus responsables, leurs résultats scolaires s'améliorent parce qu'ils sont plus motivés, ils ont envie d'apprendre, les comportements déviants diminuent aussi. Donc, c'est tout bénef. Et alors, si ces compétences socio-émotionnelles sont développées dès la maternelle, alors les enfants sont beaucoup plus coopérants, beaucoup plus empathiques, et en plus, ça facilite la préalphabétisation, c'est-à-dire que les enfants sont mieux préparés à la lecture, à l'écriture, au calcul. Donc ça, c'était une étude qui a été faite en 2015 sur des enfants des quartiers très pauvres aux États-Unis. Donc vraiment, ça vaut le coup de les développer très tôt. Catherine Guéguen nous a refait un petit topo sur la communication non violente que je ne vous présente plus, qui permet d'avoir une qualité de relation à soi-même et aux autres et qui est vraiment tout un travail d'auto-empathie et d'empathie tout court envers l'autre. Alors je voulais vous refaire un point sur le stress. Qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant ? D'une part, le stress, ça provoque continuellement une sécrétion de cortisol. Et le cortisol, le problème, c'est que ça va alterner certaines zones cérébrales, l'hippocampe, le cervelet, le cortex préfrontal, et il m'en manque un, le corps calleux. Mais alors, qu'est-ce qui peut stresser l'enfant ? La maltraitance émotionnelle, c'est-à-dire tout ce qui peut le rabaisser, l'humilier, le punir, le critiquer, ne pas être à l'écoute de ses besoins d'affection, de protection, d'attention. C'est tout comportement qui peut lui faire peur, lui procurer un sentiment de honte, d'humiliation. Dès qu'il se sent rejeté, dès qu'il se sent isolé, eh bien, l'enfant va sécréter du cortisol et donc son circuit de stress va être enclenché et il va finir par être agressif ou par fuir ou par être sidéré et figé. Ce qui est vraiment fou, c'est que le stress peut endommager des structures cérébrales et des circuits qui participent à la vision. Donc si des enfants assistent à des violences conjugales, eh bien, on va voir vraiment une diminution de leur substance blanche du cortex visuel. Évidemment, les paroles blessantes, humiliantes et méprisantes vont altérer grandement certaines structures cérébrales, notamment celles qui participent dans la compréhension du langage. Et donc, ça peut déboucher sur des troubles anxieux, dissociatifs, des dépressions, mais aussi des somatisations toutes simples. Donc elle expliquait vraiment que l'enfant, s'il n'avait pas un environnement qui était encourageant et soutenant, ça pouvait être un cercle vicieux parce qu'il entrait dans un schéma de peur et que, au contraire, s'il était soutenu et encouragé, eh bien, ça aurait un impact super positif sur sa mémoire, sa compréhension, sa créativité, sa mémorisation. On apprend aussi qu'en 2020, il y a 58 pays qui ont une loi contre les punitions corporelles et les humiliations à l'encontre des enfants. Donc il y a quand même 41 pays qui n'ont pas de loi. Je vous mets aussi une photo de 3 livres qui peuvent vous intéresser, dont elle nous a parlé et qui peuvent renflouer votre bibliothèque. On termine aussi avec un peu de méditation, avec calme et attentif comme une grenouille ou 3 minutes à méditer.
qui sont des exercices de méditation pour les enfants qui leur permettent de rééquilibrer leur système émotionnel, de les apaiser, de les aider à se calmer et d'augmenter leur capacité de résilience. On a parlé aussi de quelques films en lien avec l'éducation qui étaient très intéressants. Donc j'espère que cette petite vidéo récap vous a plu et puis n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!